Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardogps.fr. Dans ce live, on va discuter des chamboulements qui ont eu lieu cet été. Pas de sortie de Phoenix 7 et au contraire, Coros qui sort une Vertix 2 avec la cartographie. Et puis du coup, je discuterai de comment je vois la fin d'année, ce qui va arriver pour Noël. Alors Phoenix 7, pas Phoenix 7, Forerunner 655 ou pas. On peut parler de Polar qui a quelque chose qui devrait sortir. Fitbit aussi, pourquoi pas, parce que maintenant qu'il y a l'alliance de Wear OS et puis comme j'ai testé la Galaxy Watch 4 de Samsung, ça peut donner une bonne idée de ce que Fitbit va pouvoir sortir. Suunto, on va pouvoir parler du renouvellement de la gamme des Suunto à numéro. Et Coros, puisqu'ils ont annoncé la diffusion par une mise à jour d'ici la fin de l'année de la cartographie sur leur montre de première génération Apex Pro et Vertix. Mais on va voir qu'il y a une petite subtilité quand même. Il va falloir, ce ne sera encore pas du niveau de ce que Garmin offre sur les Fenix. Si vous regardez le replay sur YouTube, alors vous pouvez aller voir dans la description, il y aura le script de ce live et donc vous pourrez sauter sur les chapitres directement, les chapitres qui vous intéressent. Donc ce soir, alors j'ai un peu traîné, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de live, c'est en partie dû au fait que j'ai déménagé début septembre. Donc voilà, nouvelle maison. Et puis je voulais voir un peu comment évoluait le marché là, avec notamment des annonces, pas des annonces, etc. Et il s'est passé quand même pas mal de choses là, sur la fin de l'été et puis de ce qu'on peut attendre pour la fin de l'année. On a eu d'un côté Garmin qui n'a pas sorti de Phoenix 7, de l'autre côté Coros qui a sorti la Vertix 2 avec l'annonce de l'arrivée par mise à jour de la cartographie sur la Vertix et l'Apex Pro. Alors ça, on en reparlera parce que vous allez voir, ça a avancé un petit peu et donc du coup là, je pense qu'il y a quand même une petite source d'inquiétude sur ce qui arrivera à la fin de l'année. Je ne suis pas encore sûr, pas encore certain, mais on en parlera si ça intéresse certains sur Coros. Ensuite, il y a Polar. Il y a une fuite qui est sortie il y a déjà quelques semaines concernant une GridX Pro. Alors on ne sait rien, la seule fuite qu'il y a eu c'est le nom, GridX Pro. Donc il va y avoir un renouvellement de la GridX. Et ils ont lancé hier, je crois, une mise à jour sur la Unite, qui est leur entrée de gamme sans GPS, l'équivalent de la Suunto 3. Et là, c'est assez intéressant. Ils ont transféré des choses assez intéressantes. Ils ont transféré la diffusion de fréquences cardiaques. Ils ont transféré le widget de résumé des activités de la semaine. Et donc, je dirais que finalement, Polar qui a été assez critiqué ces dernières années pour ne plus transférer de mise à jour dès lors qu'ils sortent un nouveau modèle, lorsqu'ils ont sorti la Vantage V2, lorsqu'ils ont sorti la Vantage M2, l'Ignite 2. Peut-être que là, c'est le début d'un cycle de mise à jour où ils vont effectivement sortir des nouveaux modèles, mais aussi transférer des nouveautés sur les anciens modèles. Donc plutôt pas mal. On peut parler de Suunto, où là, je dirais que c'est peut-être la marque qui est le plus dans le brouillard, parce que cette fois, ils ont une gamme à numéro qui est bien établie, avec la Suunto 9 Peak qui est venue compléter la gamme. Mais du coup, c'est difficile maintenant de savoir ce qu'ils vont faire. Je vous rappelle, un Suunto, ils ont un peu le cul entre deux chaises. Ils ont la gamme à numéro 3, 5, 9 qu'ils développent eux-mêmes. Et puis, il y a la 7 qui est développée en grande partie en partenariat avec Google et Wear OS. Donc là, est-ce que Suunto va pouvoir profiter du nouveau Wear OS 3 et en gros essayer de profiter de toutes les nouvelles fonctionnalités qui sont sorties sur la Galaxy Watch 4 ou pas? Ou bien est-ce que, et puis pour l'autre partie de leur gamme, est-ce qu'on se lance dans un renouvellement de la Suunto 5 vers une Suunto 5 Plus pour après avoir l'année prochaine une Suunto 9 Barreau Plus ou une Suunto 10. Et puis il y a Fitbit. Fitbit, après avoir testé la Galaxy Watch 4, et comme Fitbit a été racheté par Google,
on peut se dire que la prochaine Versa, la Versa 4, elle sera sous Wear OS et donc elle peut ressembler en beaucoup de points à ce qu'on a sur la Galaxy Watch 4. Allez, c'était les 5 minutes d'intro. Maintenant, je vois qu'il y a déjà beaucoup de monde et déjà beaucoup de questions qui arrivent. Alors, la première, c'est j'attends l'Apple Watch 7 Outdoor. Ouais, alors ça, c'est qu'une fuite, hein. C'était qu'une fuite qui est sortie en début d'année. Là, franchement, j'ai été très déçu, comme pas mal de gens, de l'annonce de l'Apple Watch 7. J'ai même vu une vidéo qui était assez intrigante, mais super intéressante. Le mec avait bien monté son dossier. Et en gros, il disait que Apple, du fait de la pénurie de composants électroniques, vous savez, en ce moment, le marché des semi-conducteurs, il y a une pénurie à peu près mondiale. Et puis, donc, quand on s'appelle Polar Sunto, qu'on vend quelques milliers de montres, je pense qu'on n'est pas trop affecté. Peut-être que Coros, c'est ce qui explique le délai entre l'annonce de la Vertix 2 et puis la disponibilité concrète sur le marché. C'est peut-être aussi ça. Mais quand on est des grosses marques comme Garmin et comme Apple, et ben là, ouais, une pénurie de semi-conducteurs, ça peut carrément repousser la production. Donc peut-être qu'ils ont ce problème-là. Et donc ce YouTuber, il analysait la situation en disant que il y avait des Apple Watch, des designs Apple Watch qui avaient fuité avec des bords qui étaient très plats, comme les nouveaux iPhones. Et finalement, ce qui sort, c'est une Apple Watch 6S qui a des bords arrondis. Et donc son analyse, c'était qu'en fait, il y a quelques mois, Apple s'est dit, bon, c'est mort, la nouvelle Apple Watch 7, on n'arrivera pas à la sortir. Donc on va quand même sortir quelque chose parce qu'on est Apple et qu'on sort une montre tous les ans. Et donc ils ont bricolé quelque chose avec l'existence qu'ils avaient déjà et puis en changeant juste ce qu'ils pouvaient changer, donc en gros l'écran. Et puis ils ont dit, hop, ça sera l'Apple Watch 7. Bon. Mais du coup, ça veut dire que ce qu'ils avaient prévu pour l'Apple Watch 7, c'est toujours dans les cartons et ça sortira forcément un jour. Hein. Ça sortira l'année prochaine, mais ça sortira. Garmin, c'est probablement la même chose qui s'est passé pour la Fenix. La Fenix était peut-être prévue pour cette année et puis peut-être pénurie de semi-conducteurs et du coup pas de Fenix. Alors Garmin, comme ils sont Garmin et qu'ils ont une très large gamme de montres, ils arrivent à combler en sortant d'autres montres un peu intermédiaires. C'est le cas de l'Enduro. L'Enduro, c'est ni plus ni moins qu'une Fenix Fenix 6X Pro Solar, non pas Pro justement, Solar. Ensuite, il y a la 945 LTE. Bon, là, je pense que c'est une montre qu'ils ne vont pas vendre à des dizaines de milliers d'exemplaires. Parce que pour l'instant, il n'y a pas encore une grosse demande sur le LTE. Donc, ils peuvent se permettre de sortir un peu ces modèles intermédiaires, hybrides, en attendant de sortir les modèles phares. J'ai découvert, donc aujourd'hui, j'ai creusé le cas de la cartographie sur Coros. Parce que, mine de rien, il y a déjà pas mal de gens qui sont équipés de Vertix. Et à l'annonce de la Vertix 2, Coros avait annoncé que la Vertix et l'Apex, les premières du nom, recevraient la cartographie. Il y avait quand même un petit détail. Je ne sais pas si vous avez lu le test de la Vertix 2 sur le blog. Il y a deux sortes de cartographie. Il y a une cartographie qui est en fait, je dirais, la couverture naturelle sur une carte. Donc c'est du vert, des courbes de niveau, des rivières. Puis ensuite, il y a une deuxième carte donc ça c'est la carte topo. Et ensuite, il y a une deuxième carte, la carte landscape. Et landscape, contrairement à ce que ça pourrait faire croire lorsqu'on fait la traduction en anglais en disant que c'est paysage, en fait landscape c'est plutôt tout ce qui est construit par l'homme, donc les routes, etc. Et dans leur communiqué, Coros, ils avaient bien dit que les Vertix et les Apex Pro recevraient la partie topo, donc les courbes de niveau, les forêts et les rivières. Ce qui, à part si vous faites de l'alpinisme, n'est pas super utile. Et là, cette semaine, ils ont mis en ligne le site où on peut télécharger les cartes. Donc sur leur site Coros. D'ailleurs, j'ai mis à jour le test de la Vertix 2. Vous verrez, j'ai rajouté le lien qui va vers le téléchargement des cartes. Alors pour les gens qui m'ont demandé à quoi ça servait, j'imagine que si on est obligé de faire un reset de la montre, eh bien on est capable de retélécharger les cartes. Bon, voilà, c'est un peu l'utilité que j'ai vue. Eh bien, sur ce site-là,
La partie Europe, juste la partie topo, c'est une carto qui fait 3, non, pardon. La partie topo fait 2,4 gigas et la partie landscape fait 3,6. Or, je suis allé retourner creuser dans mon test de la Vertix. La mémoire, lorsqu'on branchait la Vertix avec un câble USB, on voyait apparaître un lecteur USB sur un ordinateur de 4 gigas. Et du coup, on comprend bien en fait qu'avec 4 gigas, la montre elle ne pourra pas stocker les deux cartographies. Les deux cartographies ensemble, ça fait quasiment 6 gigas. Donc voilà pourquoi j'ai un peu peur que, en fait, on s'oriente vraiment sur le fait que les Vertix et les Apex Pro n'auront que la partie topo, c'est-à-dire il n'y aura pas les chemins, les routes et les chemins. Donc bien sûr, je vous confirmerai ça dès que c'est possible. Là, pour l'instant, on peut télécharger les cartes, mais la Vertix et l'Apex Pro n'ont pas encore été mises à jour. Donc je pense qu'elles ne sont pas encore capables de supporter les cartes. Oui, alors il y a Régis qui dit qu'ils peuvent découper la carte en régions. Et effectivement, l'Asie est découpée. En fait, même, quand on regarde, il y a même une carte pour l'Antarctique. Et en fait, la carte pour l'Antarctique, je crois qu'elle fait 30 mégas. Et j'imagine qu'il n'y a rien, quoi. Il y a du blanc. Donc, bon, et effectivement, hein, il y a des cartes qui sont petites parce que l'Amérique centrale, par exemple, c'est une région. Donc, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, c'est des cartes qui sont assez lourdes. L'Amérique centrale, elle est petite. Mais l'Europe, ils ont fait une région pour toute l'Europe. Ensuite, il y a l'Afrique qui est sur toute une région. Alors, Anaïs, Anaïs. Pour ce qui est de la comparaison, donc comparaison entre Phoenix 6 Pro Solar et Vertix 2, il y a un article sur le blog, tu peux aller voir. En revanche, je n'y avais pas inclus la Suunto 9 Baro. Parce que j'avais vraiment fait une comparaison de voilà, maintenant si vous voulez choisir une montre avec la cartographie, maintenant on a ces deux choix-là avec une grosse autonomie, cartographie offline. Donc j'avais fait une comparaison de fonctionnalités, donc tu peux aller la voir, il n'est pas très vieux, tu dois le trouver assez facilement dans les derniers articles. Et je vais donner la conclusion. La conclusion, c'était que certes, l'Apex Pro avait une cartographie, mais elle n'a encore pas toute la profondeur et tous les outils que propose Garmin pour exploiter cette cartographie. Donc, il n'y a pas de création d'itinéraire, il n'y a pas de reroutage. En fait, c'est vraiment comme si on faisait du suivi d'itinéraire simple, mais avec un fond de carte au lieu d'avoir un fond noir. Alors que chez Garmin, si on s'éloigne du chemin, on peut aller à un autre chemin, on peut pointer un point sur la carte et la montre nous trace un chemin. On peut demander à retourner au point de départ et la montre va nous tracer un itinéraire. Tout ça, il n'y a pas sur la Vertix. Donc pour l'instant, il manque encore des outils. Selon moi, d'ici la fin de l'année, je pense que la prochaine mise à jour de Coros, je sens bien une mise à jour de l'application pour novembre avec un outil pour tracer des itinéraires sur l'application Coros et ne plus être obligé d'utiliser une autre application avec un transfert par mail comme on fait actuellement. C'est vrai que c'est assez lourd. Alors que, par exemple, chez Suunto, vous le savez, j'en ai déjà parlé, Suunto, j'adore leur outil de traçage d'itinéraire. Cette semaine, la semaine dernière, ils l'ont mis à jour, ce qui fait que maintenant, on peut carrément avoir un rendu 3D lorsqu'on trace son itinéraire, ce qui permet de voir quand est-ce qu'on est sur une face d'une montagne, l'autre face d'une montagne, etc. Et puis ensuite, Garmin, eux, ils ont un outil pour tracer l'itinéraire sur l'appli, un outil pour tracer l'itinéraire sur un ordinateur. Ils ont le transfert automatique des itinéraires Strava et des itinéraires Komoot. Et puis, il y a la création d'itinéraires en boucle directement sur la montre. Et puis, la création d'itinéraires vers des points d'intérêt directement sur la montre. Voilà, c'est autre chose et ça c'est encore quelque chose qui manque à Coros, même s'ils ont fait un énorme bond en avant et je pense qu'ils vont faire du mal à Suunto. En revanche, ils ne sont pas encore au niveau d'une Phoenix 6. Régis qui nous parle de localisation, donc de géolocalisation par double fréquence. Effectivement, là Garmin, je pense qu'ils se sont fait coiffer au poteau, mais juste parce que Garmin a dû prévoir ça pour leur Phoenix 7. Et comme la Phoenix 7 n'est pas sortie, c'est pas sorti. Mais en fait, effectivement, Garmin, ils ont déjà lancé des GPS de randonnée qui utilisent la géolocalisation à double fréquence.
Donc là, si vous ne savez pas encore de quoi je parle, c'est que vous n'avez pas lu le test de la Vertix 2. La Vertix 2, donc elle peut utiliser plusieurs constellations, GPS, GLONASS, Beidou et Galileo. Et ensuite, pour les constellations Galileo, GPS, elle peut utiliser deux fréquences qui s'appellent L1 et L5. Ça permet d'éviter les trajets, les multitrajets et les rebonds. Et donc, ça améliore grandement la précision, notamment en ville, mais aussi à la montagne. Et donc là, en fait, techniquement, Garmin a été les premiers à le sortir. D'abord sur des GPS de randonnée, mais ils ne l'ont pas activé sur leur montre. Et puis, j'imagine qu'ils devaient prévoir de sortir ça sur la Fenix 7. À mon avis, c'est sûr, la Fenix 7, elle aura le géopositionnement par double fréquence. Peut-être que Garmin a estimé qu'ils n'avaient encore pas assez d'autonomie, parce que quand même, ça bouffe de l'autonomie. Hein, ça diminue l'autonomie de la Vertix 2 par 3. Donc peut-être qu'ils se sont dit, bon, nos Fenix 6S, l'autonomie, si on la divise par 3, on n'est peut-être pas encore assez haut. Et puis là, Coros s'est pointé avec une grosse autonomie et le géopositionnement de double fréquence, qui améliore quand même grandement la précision. J'ai vu passer dans le fil, concernant la Forerunner 55, oui, donc je disais que la Forerunner 55 allait déchirer. Moi je trouve aussi, en fait, le test de la Forerunner 55, il m'a vraiment bluffé. C'est vrai, sur le papier, je voyais ça comme l'entrée de gamme de Garmin. Et en fait, le fait de faire le test, je me suis rendu compte qu'ils ont super bien taillé le package de fonctionnalités qu'ils ont mis dedans. Ça répond tout à fait aux besoins des gens qui ne courent pas assez, qui n'ont pas assez de connaissances pour faire leurs propres entraînements tout seuls et les programmer tout seul. Et donc, ouais, c'est vraiment un super carton. Et là, maintenant, j'ai presque envie de dire que pour la course à pied, il n'y a vraiment même pas besoin de se tourner vers la Forerunner 245. En fait, il ne faut même plus besoin de se tourner vers la Forerunner 245. Il vaut mieux se tourner sur la Forerunner 55. Et du coup, ça m'a fait penser au fait que pour Noël, je verrais bien Garmin sortir une Forerunner 255. Alors évidemment, quand on regarde toute la gamme de Forerunner, c'est plutôt la 645 qui est à la ramasse, c'est la plus vieille, elle n'a pas les mêmes capteurs, pas la même puce GPS, pas le même capteur cardio, beaucoup moins d'autonomie. Bon, mais en même temps, ça fait déjà quelques années que je me demande s'il y a vraiment une place pour une Forerunner 645, une Forerunner 655 maintenant. Parce que finalement, la Forerunner 55 a déjà tellement de fonctionnalités en termes de conseils que Garmin, est-ce qu'il y a encore la place pour mettre deux échelons, encore une 255 et puis encore une 655, ou est-ce qu'il ne ferait pas mieux de faire juste une 255 et puis voilà, il y a juste deux Forerunner pour la course à pied, et puis ensuite on se tourne vers les 745, 945 pour le multisport. Bon, à mon avis, ça pourrait être suffisant. Mais donc du coup, je verrai bien pour la fin de l'année. Alors bien sûr, le Garmin, il continue de faire la distinction avec l'altimètre barométrique en fait. Mais finalement, une 255 par rapport à une 655, c'est quoi la différence? C'est juste qu'il y en a une qui a un altibaro et pas l'autre. Bon, altibaro, on pense trail, du coup les gens se tournent naturellement vers les Fenix. Donc finalement, voilà, cette 655, est-ce qu'elle a encore vraiment sa place? C'est pas sûr. Du coup là, je verrais bien une 255 pour Noël, et puis la Fenix 7 plutôt. Alors Fenix 7, le prochain créneau qui reste. Là, ce qui est intéressant, c'est il y a le salon du running avec le marathon de Paris qui va se dérouler donc mi-octobre. Et donc bon, est-ce que Garmin peut annoncer quelque chose là? Bon, c'est le marathon de Paris. Je pense que c'est un événement qui est déjà pas mal exploité en termes de sponsors. Il y a donc Schneider Electric comme sponsor, et puis je pense qu'il y a un peu toutes les marques là-bas. Donc est-ce qu'ils ont la visibilité à l'international? Peut-être pas autant que l'UTMB. Alors là, qui parle de la comparaison Fenix 7 contre Vertix 2. J'ai déjà fait la comparaison Fenix 6 contre Vertix 2. On va attendre que la Fenix 7 sorte. Pour l'instant, la Fenix 7, on ne sait pas trop. Est-ce qu'il y aura un écran tactile, pas tactile? Est-ce que ça sera un écran AMOLED, pas AMOLED? Est-ce qu'il y aura du LTE? Là, je pense que c'est oui. Est-ce qu'il y aura la double fréquence de géolocalisation? Je pense que oui.
Peut-être quelques nouvelles fonctionnalités santé, du genre un électrocardiogramme, des choses comme ça, je pense que oui. Ah, le prix, Manuel, le prix de la Phoenix 7. Oui, oui, bah, j'avais fait une infographie hein, sur l'augmentation des prix entre. Je crois que j'étais remonté à la Phoenix 1. Il faudrait que je le retrouve, cette image. Il faudrait que je la retrouve et que je vous la poste. J'étais ressorti donc de la Phoenix 1 à la Phoenix 6. Et c'était. Bon, bah ouais, hein, on voyait bien la différence quand même. Et c'était comme ça. Bon, je pense que ça atteindra une limite un jour, hein, mais à la rigueur, est-ce que Garmin, pour la Phoenix 7, est-ce que les gens ont moins acheté la Phoenix 6 de fait de son prix? J'ai pas l'impression. Hein. J'ai l'impression qu'il y a toujours autant de gens qui se tournent vers la Phoenix 7, donc bah, du coup, pas de raison que Garmin baisse les prix pour la Phoenix. Non, la Phoenix 6. Je vois toujours autant de gens qui se tournent vers la Phoenix 6, donc à la rigueur, pas de raison pour Garmin de baisser le prix par rapport à la Phoenix 7. Un verre saphir est-il prévu sur les futurs Garmin Solar? Bah, je pense que non. Donc question de Nicolas. Moi je dirais que non, mais cela dit Garmin le fait sur la Tactix Delta. Donc voilà, c'est pas impossible. La raison c'est que le verre saphir, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo en comparant la lisibilité d'un verre saphir et d'un verre classique Gorilla d'une Phoenix 6X Pro Solar. Et en fait, le verre saphir, il réfléchit plus, il y a beaucoup plus de reflets. Et du coup, cette réflexion, eh ben, c'est autant de rayons de soleil qui sont perdus pour le capteur solaire en dessous. Et donc, la recharge solaire est moins bonne. Donc, Garmin a fait le choix de optimiser plutôt la recharge solaire au détriment de la robustesse face aux rayures. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont conservé une ligne saphir et une ligne solar qui n'a pas de saphir. Par contre, les militaires, bah, du coup, leurs montres sont quand même plus exposées aux rayures, aux chocs, etc. Et donc, la Tactix Delta, c'est la seule montre qui a le saphir et le solaire. Alors, Frédéric qui demande à quoi pourra servir le Wi-Fi sur la Vertix 2. Voilà, il y a des réponses rapides. Hein. La première, c'est le transfert de musique. Pour l'instant, c'est juste du transfert MP3 par câble USB sur un ordinateur, donc c'est quand même assez limité. Mais demain, on peut imaginer une intégration avec Deezer, Spotify, une mise à jour des playlists par Wi-Fi. Après, on peut imaginer aussi la mise à jour de la cartographie. Donc, comme je vous ai dit hier, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, la cartographie de l'Europe, c'est donc il y a un morceau qui fait 2,5 gigas, l'autre qui fait 3,5 gigas. Donc c'est sûr que la mise à jour de la cartographie, vous n'allez pas la faire par Bluetooth via le smartphone, quoi. Donc pour l'instant, ça se fait que en téléchargement depuis le site Coros. Tiens, ben voilà d'ailleurs aussi pourquoi Coros met les cartes en téléchargement. Et ben c'est probablement pour permettre de faire les mises à jour qui ne peuvent pas se faire par Bluetooth. Donc à l'avenir, peut-être que ça pourra se faire par Wi-Fi. Après, je suis très curieux aussi de voir ce que Polar va sortir sur la Grit X Pro, donc la nouvelle génération de Grit X, parce que Polar quand même, ils ont le mérite de développer leurs propres algorithmes et des algorithmes qui sont plutôt innovants. Hein. C'est eux qui ont sorti la FuelWise, donc qui permet à la montre de faire des suggestions intelligentes du moment auquel il faut se ravitailler. C'est eux, pour moi, qui ont le meilleur suivi du sommeil. Il y a les suggestions d'entraînement qui sont quand même assez complètes. Hein. Ça ne fournit pas que des entraînements cardio en disant fais du fractionné, fais de l'EF, de l'endurance fondamentale, fais du fractionné, fais de l'endurance fondamentale. Il y a des suggestions d'étirement après les séances, il y a des suggestions de renforcement musculaire. Donc ils peuvent faire des trucs pas mal. Et là, je suis curieux de voir quel sera un peu l'algo phare qu'ils vont mettre en avant sur cette montre. Je vous rappelle, hein, la Grit X, c'est orienté trail. Donc qu'est-ce qu'ils vont pouvoir sortir comme nouvel algo? Parce que voilà, ils tombent pas. Moi, vraiment, pourquoi je leur tire mon chapeau, c'est tous ces concurrents comme Suunto et Polar qui ne tombent pas dans les Phoenix se vendent bien, on va copier des Phoenix. C'est aussi tout
le chapeau que j'ai tiré à Suunto lorsqu'ils ont sorti Snap to Route par exemple. Snap to Route, c'est un algorithme, c'est une idée géniale en fait. Enfin, alors, c'est une idée tout con, mais il fallait y penser. Et à la fin, c'est un truc qui est super exploitable pour avoir des meilleures données, des choses plus fiables. Donc là, je suis quand même assez curieux de voir ce que Polar va pouvoir sortir comme nouvelle algo, comme nouvelle aide. Alors aide à l'entraînement ou bien aide pendant une course, je ne sais pas. Mais voir ce qu'ils vont pouvoir sortir. Oui, voilà, c'est Cédric qui rajoute, hein, Polar, c'est les premiers qui ont sorti la mesure de la puissance en course à pied au poignet. Alors, à une époque en plus où la puissance, on n'en parlait pas encore autant que maintenant. Là, maintenant, il y a quand même pas mal de gens qui commencent à connaître le capteur Stride. Le groupe sur Facebook, il ne doit pas être loin de 500 abonnés. Là, je vous rappelle, sur Facebook, vous trouvez les Je ne suis pas un héros, mais j'ai une. Et là, vous mettez la marque de votre montre. Alors, ça va de Fitbit, Apple, Samsung, Stride, Coros, Garmin, Polar, Suunto. Je sais pas, bon, j'ai peut-être fait le tour. Donc là, je crois qu'il n'y a pas loin de 500 personnes qui sont membres du groupe Je ne suis pas un héros, mais j'ai un Stride. Donc voilà, Polar, ben, je suis curieux. Je suis curieux, mais j'en sais rien. Ah oui, bonne remarque de Régis. Là, Polar, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait grand-chose en fait. Ils ont sorti les deux nouvelles Vantage, M2, V2, l'Ignite 2. Mais là, depuis, alors je sais pas, je me souviens plus des dates exactes, hein, mais je pense que depuis le printemps, ils n'ont pas sorti de grosses mises à jour sur leur montre. Et là, cette semaine, ils ont sorti la mise à jour sur la Unite. Donc j'espère que c'est le début du cycle et ils vont faire un peu de transfert de fonctionnalités sur les anciens modèles et puis la sortie d'un nouveau modèle, la nouvelle Gritix. Ah alors tiens, ça c'est un bon débat de Cédric. Cédric n'aime pas passer par le site pour régler sa montre. Et ben moi ça, je peux y opposer j'aime pas passer des heures à pianoter sur les boutons de ma Garmin pour régler ma Garmin. Je pense qu'il y a du bon dans les deux modèles. L'avantage de Garmin, on peut tout régler sur la montre. Donc en fait, vous partez faire du trail, je sais pas où, vous sortez de la voiture, vous prenez votre sac. Et là, sur le parking, merde, vous vous rendez compte qu'il y a un truc qui ne va pas. Il y a un réglage que vous n'avez pas fait ou il y a un champ de données qui manque sur un écran ou quoi. Bon, bah voilà, là, sur le parking, juste avant de partir, vous allez dans le menu et vous changez ce que vous voulez. Vous pouvez même le changer pendant la course. C'est-à-dire que vous pouvez même être déjà parti et là, vous dites ah merde, tiens, c'est con, sur ce profil-là, j'avais pas fait gaffe, mais j'ai pas le dénivelé. Bon, ben, hop, pendant que vous faites votre sport, que ce soit n'importe quoi, hein, ça peut être du canoë, du trail ou n'importe quoi, ben vous allez dans les menus, ça ne coupe pas l'enregistrement de votre séance et vous pouvez faire le changement que vous voulez. Moi, je trouve ça génial. L'inconvénient de ce système-là, eh ben, c'est que dès que votre montre bug et que vous faites un reset, vous perdez tous vos réglages. Il faut tout refaire. Il faut refaire tous les champs de données, tous les écrans, il faut refaire toutes les alarmes, il faut refaire le choix du GPS, il faut refaire l'activation des capteurs cardio ou pas. Alors, il faut tout refaire. Et donc l'autre modèle, c'est un modèle via l'appli ou via le site, où là, ben, faut reconnaître que c'est quand même plus rapide. Alors moi, ce que j'aime pas chez Suunto, par exemple, c'est le fait que avant de pouvoir changer un paramètre, il faut que j'attende que la montre ait fait toute sa synchronisation. Il faut avoir téléchargé les données enregistrées, il faut avoir téléchargé les éphémérides à GPS. Et ça, c'est super long. C'est super long. Moi, ce que je voudrais, c'est je vais sur l'appli, je fais mon changement de paramètre, et puis après, je fais enregistrer, et puis j'oublie. Si la synchro, elle se fait dans 10 minutes, dans 1 heure, c'est pas grave. Mais moi, je veux pouvoir changer, faire mon réglage tout de suite, quoi. Et Polar, ben voilà, Polar c'est aussi l'avantage de ces systèmes là, et Coros c'est aussi Coros il y a un peu des deux, on peut changer des choses sur la montre et tout ce qui est interface, on change et c'est quand même plus pratique sur l'appli.
L'avantage de ces modèles où on le fait sur l'appli ou bien sur l'ordinateur, c'est que du coup tout est sauvegardé. Votre montre, elle peut cracher, c'est pas grave. Vous avez juste à refaire une synchro et hop, vous retrouvez tous vos paramètres. Ah, alors Nico qui parle du transfert automatique des réglages du Edge 1030. Ben oui, c'est une nouveauté qui est arrivée sur le... Alors ça m'étonne, c'est le Edge 1030 ou le 1030 Plus? Pour moi c'était le 1030 Plus. Bon, ils l'ont peut-être étendu depuis au 1030, mais pour l'instant c'est le seul appareil qui a ça. Le fait de transférer les réglages de l'ancien vers le nouveau. Donc moi je m'étais dit que c'est quelque chose qu'ils allaient rapidement étendre à toute leur gamme, mais non, ça traîne un peu. Mais cela dit, ça pourra sortir sur la Phoenix 7. Hein. Peut-être que lorsque vous couplerez votre Phoenix 7, vous aurez, comme Coros, là, quand on couple une nouvelle Coros, on a un petit message. Est-ce que vous voulez réutiliser vos réglages d'avant ou est-ce que vous voulez repartir de zéro? Voilà, Coros, c'est assez simple, c'est bien fait. Voilà, une petite fenêtre, on dit oui ou non. On dit oui, je veux reprendre mes anciens réglages ou bien non, je veux repartir de zéro et tout reconfigurer. Donc peut-être que sur les prochaines Garmin, on aura ça. Est-ce qu'il y a des Suuntoistes? Parce que du coup là, Suunto, c'est vraiment ceux pour lesquels je ne sais pas comment ça va partir, quoi. Là, Suunto, bon, ils ont une Suunto 5 et une Suunto 9 qui sont quand même bien vieillissantes. Une Suunto 7 qui marche bien, qui a des limites, mais qui sont connues. Et puis une Suunto 9 Peak qui vient de sortir et puis qui ramène un peu de fraîcheur dans cette gamme. Du coup, c'est quoi la prochaine? Je ne sais pas. Là, pour l'instant, ils ont sorti une montre, la Suunto 9 Peak. Est-ce qu'ils sont capables, qui à mon avis leur a demandé beaucoup de boulot parce qu'ils ont dû redévelopper beaucoup de choses, notamment en hardware, l'intégration, etc. L'intégration des capteurs aussi, parce que c'est des nouveaux capteurs. Donc je vous rappelle, à chaque fois qu'on change un capteur, il faut changer les algorithmes de traitement de données derrière. Donc je ne sais pas, est-ce qu'ils ont la capacité de sortir une deuxième montre dans l'année? Ça, je ne sais pas. Je ne pense pas qu'ils aient intérêt à sortir une Suunto 10 maintenant, parce que ça torpillerait un peu leur Suunto 9 Peak. Donc, moi, je verrais bien un renouvellement de la Suunto 5. La Suunto 5, là, son prix a été pas mal dévalorisé. Donc, bon, bah voilà, ressortir une Suunto 5 Plus, 5S, 6, je ne sais pas, qui viendrait se positionner dans les 350 € là. Mais difficile à dire. Et puis ensuite, bah, l'autre inconnu, c'est dans l'ordre d'intégration de Wear OS. On a bien compris donc, que Samsung était les premiers servis. Ils ont eu pas mal de choses qui ont été ouvertes à leurs développeurs pour pouvoir customiser Wear OS exactement comme ils voulaient, pour retrouver l'interface Samsung. Les prochains, j'imagine bien que ça sera Fitbit, hein, parce que Google, ils ont acheté Fitbit. Google Samsung, c'est juste une alliance, alors que Google Fitbit, c'est vraiment la même boîte maintenant. Donc je vois bien la Versa 4 qui sera soit la prochaine montre sous Wear OS 3. Et du coup, comment on va se positionner Suunto pour le renouvellement de la Suunto 7? Est-ce qu'ils seront bien classés? Parce que Suunto, ça peut être une vitrine pour Google, parce que c'est une marque de montres outdoor. Donc, comme ça, ils auraient des montres connectées Wear OS très connectées avec les Samsung. Ensuite, ils auraient des Fitbit qui vont s'orienter vers la santé. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à attendre de Fitbit dans le domaine très poussé du sport. À mon avis, ils vont poursuivre vers la santé. Et puis d'avoir Suunto, donc la Suunto 7, Suunto 8, je ne sais pas comment ils l'appelleront, Suunto 7 Plus, qui soit leur vitrine outdoor, pour les sports outdoor. Alors Olivier qui demande Suunto 10 pour proposer quoi? Eh bien pour proposer la cartographie et l'autonomie. Suunto, la montagne c'est leur ADN, c'est leur historique. Et je pense que la Suunto 7, elle n'a pas encore toutes les caractéristiques qu'il faut pour répondre aux passionnés de montagne. La Suunto 7, ça ira très bien pour des gens qui vont faire des randos à la montagne l'été. Mais pour des sports plus poussés ou pour une utilisation plus intense, plus exigeante, vraiment elle n'a pas assez d'autonomie.
Et donc là, il faudra que Suunto ait une montre GPS avec la Carto. Oui, voilà, Olivier. Bah, clairement, hein, je pense que Suunto, ils n'ont pas la capacité de sortir 3 montres par an. Donc, cette année, ils ont sorti la Suunto 9 Peak. On peut éventuellement espérer une deuxième montre qui sorte courant octobre, disponible en novembre, histoire de faire les cadeaux de Noël. Mais ça se limitera à ça. Et vu qu'ils viennent de sortir la Suunto 9 Peak, là pour le coup, ça serait une erreur de sortir une Suunto 10 maintenant, parce que la Suunto 9 Peak, elle peut encore se vendre pendant quelques temps. En fait, là maintenant, les prédictions, moi, j'avais dit dans une vidéo hein, il y a déjà 2 ans, je pense, maintenant les prédictions, c'est devenu super dur. Parce que ben, les algorithmes, en gros maintenant, si on était très honnête avec nous-mêmes, hein, là maintenant les montres GPS, elles font déjà tout ce dont on a besoin. Et donc, ben, pour continuer à évoluer, on tombe un peu dans le mode à la Steve Jobs où il faut créer un algo et puis tant que vous ne l'avez pas essayé, vous pensez que c'est inutile et puis dès que vous l'aurez essayé, vous allez dire que c'est indispensable. Il faut créer le besoin. Mais du coup, ça rend le jeu des prédictions assez difficile parce que voilà, j'ai déjà dit, hein, personne n'a vu venir le Fuse Track de Suunto, personne n'a vu venir le FuelWise de Polar, personne n'a vu venir le Pace Pro de Garmin. Je ne sais pas si Coro, c'est quelque chose de vraiment, vraiment surprenant. Mais voilà, là maintenant, les algorithmes, ils deviennent tellement poussés que je ne sais pas de quel cerveau il sort, mais en tout cas, de mon cerveau, je n'arrive pas à imaginer ce qu'il pourrait y avoir comme nouvel algo, par exemple, sur la Fenix 7. Voilà. Moi, je me dis qu'avec le temps de développement qu'a eu Garmin, la Fenix 7, ça va être une montre qui va déchirer, c'est clair. Maintenant, en termes de nouvelles fonctionnalités sportives, parce qu'on peut parler des nouveaux capteurs, on peut imaginer donc, je vous fais la liste, hein, on peut imaginer un électrocardiogramme, on peut imaginer un capteur de pression sanguine. Ça, c'est pas très utile, ça, c'est plutôt le domaine de la santé. Pour le sport et donc pour l'utilisation, vraiment le cœur de la Fenix, on peut imaginer un capteur de glucose qui permet de savoir quel niveau de glucose dans le sang et savoir s'il faut se ravitailler ou pas. Donc voilà, les capteurs, on peut le deviner. Ensuite, les écrans, on peut le deviner. Enfin, on peut tenter d'y mettre des hypothèses, AMOLED, pas AMOLED, l'amélioration de la résolution, le tactile, voilà pas. Mais après, en termes de fonctionnalité, là, on peut plus faire de prédiction. Oui, bah voilà, vous êtes plusieurs à rebondir hein, sur la glycémie. Clairement, ça c'est en tout cas pour le sport la prochaine étape. Là, actuellement, je dirais l'étape actuelle de la chose qui est encore un petit peu avant-gardiste, mais qui tend à pénétrer le marché, c'est la puissance en course à pied. Et à mon avis, le prochain, c'est la glycémie. Mais par contre, eh ben, voilà, il faut arriver à un capteur qui puisse être donc non invasif, intégré dans une montre. Faut voir que le dos de nos montres, la place, elle est déjà pas mal occupée. Hein. Quand je vois là sur la Galaxy Watch 4, entre les LED vertes du capteur de fréquence cardiaque, la LED rouge de l'oxygénation sanguine, les plaques qui font les électrodes pour l'électrocardiogramme et la composition corporelle. Bon, ben, là-dedans, c'est quoi la place pour mettre un capteur de glycémie? Voilà, c'est plein de problèmes pour faire bosser des ingénieurs, hein, ces problèmes d'intégration. Et là, j'ai vu que Super Sapiens, parce que donc Alexis qui a parlé de Super Sapiens, c'est un capteur de glycémie qu'on colle là, c'est une espèce de, je sais pas, de ventouse autocollante qui reste 3 semaines accrochée au triceps. Hein. Et j'ai vu la semaine dernière, ou au début de semaine, ils ont maintenant sorti un bracelet. C'est-à-dire que jusqu'à avant, on collait le capteur là, et puis ça enregistrait les données. Je crois qu'on pouvait aussi les afficher via Connect IQ sur une Garmin. Et bien là, maintenant, ils ont sorti donc, le complément du hardware, c'est-à-dire un bracelet qui permet de voir en direct la
la glycémie. Alors, Guillaume qui dit que l'évolution humaine prévoit un grossissement des poignets. Eh bien, vous allez rire, mais moi je trouve que, je sais pas, je pense que mon corps évolue pour que les capteurs cardio fonctionnent bien. En fait, je ne sais pas, jusqu'en 2020, les capteurs cardio optiques sur moi fonctionnaient moyennement bien. Quand on regarde des tests sur DC Rainmaker, par exemple, lui, il a tout le temps quasiment des super courbes. Moi, c'est quand même plus mitigé. Ce qui est pas mal du coup, hein, parce que ça permet de montrer que bon, bah, c'est pas super tout le temps, bon, ça marche pas pareil sur tout le monde, et donc attention, chez vous, ça sera peut-être aussi pas terrible. Mais là, je trouve que depuis 2020, je sais pas, toutes les montres marchent bien. En fait, le capteur de l'Enduro, il a super bien marché, la Suunto 9 Peak a super bien marché. La Forerunner 55, bah allez voir le test, hein. Alors là, je pense que la Forerunner 55, c'est la meilleure que j'ai testée jusqu'à maintenant. En fait, elle combine un peu tout. Elle a le bon capteur cardio-optique de Garmin. Actuellement, moi, je trouve que c'est le meilleur. Et puis, elle est petite et légère, ce qui fait que le capteur reste bien en place et la montre ballotte pas. Donc, malgré le poids de l'Enduro, le fait que l'Enduro a été relativement légère avec son bracelet nylon, du titane, eh ben, l'Enduro, ça marchait bien. Et là, sur la Forerunner 55, ça marche super bien. Là, j'ai la Pace 2 Kipchoge, elle marche très bien. La Vertix 2, allez voir le test aussi, et c'était bon. Et donc, je suis en train de me dire, bon, alors soit c'est toutes les marques qui, d'un seul coup, en 2021, ont réussi à trouver, à améliorer leurs algos, soit c'est mon corps, c'est carrément mon corps de testeur depuis, je sais pas, ça doit faire 6 ans et demi que je tiens ce blog. Et ben, je pense que voilà, mon corps, il est en train d'évoluer pour bien marcher avec les capteurs cardio optiques. Ça dit, ça vous laisse aussi un espoir pour vous aussi, parce que ça prendra peut-être plus de temps que moi, mais vous aussi, peut-être que votre corps, il va évoluer et que bientôt, vous aurez des montres qui marchent très bien avec leurs capteurs cardio optiques. Gardez espoir. Alors, Michael, qui soulève une bonne question là, savoir si la puissance en course à pied au poignet est aussi efficace par rapport à celle où on met un capteur sur le pied. Alors, la première réponse rapide mais fausse, c'est de se dire ah ouais, mais forcément c'est moins précis, c'est moins fiable parce que c'est pas sur le pied. Alors pourquoi c'est faux? Parce que je vous rappelle que sur le pied, en fait, le capteur, il ne mesure pas la puissance. En fait, le capteur, il capte différentes données. Alors, en fait, il va capter le baromètre, l'accélération du corps. Comme on lui a rentré notre poids, notre taille, etc., eh bien, il est capable de calculer, en fonction de l'accélération et notre poids, il est capable de calculer quelle puissance on dégage. Il est capable de distinguer la puissance qui nous fait avancer horizontalement de la puissance qui nous fait balancer de gauche à droite et la puissance qui nous fait monter de haut en bas. Mais enfin, in fine, ce capteur, il n'a jamais mesuré vraiment à quelle puissance mon pied a appuyé sur le sol. Et la meilleure preuve que j'en ai, c'est vous pouvez courir avec un stride sur du bitume ou courir sur la plage, il ne voit pas la différence. Lui, il va regarder votre vitesse, votre poids, et puis il va dire vous avez fait tant de watts. Donc c'est encore pas, c'est pas parfait parce que c'est pas comme au vélo, où au vélo le capteur de puissance il mesure réellement quelle puissance et quelle force on appuie sur la pédale et donc quelle puissance on dégage une fois qu'on sait ce qu'il a mesuré. Donc en fait, ce qu'on ne peut pas faire, c'est comparer des données d'une Vantage V2 avec les données du Stride en disant ah, regardez, comme la Vantage V2 elle n'a pas mesuré la même puissance que mon Stride, ça veut dire que la Vantage V2 elle est fausse. Non, en fait les deux sont fausses, les deux font des calculs. Et en fait, je dirais c'est pas grave. C'est ce que j'ai mis. J'ai un article là-dessus qui fait un déroulé complet de la puissance, comment c'est mesuré, comment s'en servir et à quoi ça sert. Et donc, l'intérêt de ça, c'est que les deux n'auront pas les mêmes valeurs, mais vont varier au même moment. Et donc, du moment que vous utilisez toujours le même capteur, toujours votre Vantage V2 ou toujours votre Stride, eh ben, vous allez pouvoir faire des analyses et vous allez pouvoir comparer des sorties entre elles, vous allez pouvoir comparer
l'effet d'un changement de chaussure, d'un changement de cadence, voilà. Donc c'est pas grave. Bon ben voilà, ça fait 1 heure. Là maintenant, je crois qu'il y a vraiment plus que les derniers passionnés qui sont là. En tout cas, je reconnais les noms de gens connus dans les commentaires du blog, connus sur les groupes Facebook, connus sur YouTube. Donc bah, merci tout le monde. C'est vraiment super d'avoir des gens, tout bêtement, hein, des gens qui me suivent, des gens qui regardent. Il y a des gens, l'autre jour, quelqu'un qui me disait je ne comprends pas pourquoi tu me dis merci. Et je dis bah, simplement, tu as regardé mes vidéos, bah, voilà, ça suffit. J'ai pas besoin. Regardez les vidéos, mettez des j'aime, continuez comme ça. On continue les interactions. Je suis super content d'avoir refait un live. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait et j'aime bien ces échanges que j'ai avec vous parce que bah, déjà c'est aussi à travers vos questions, vos interrogations que j'ai parfois des idées de vidéos, des idées d'articles parce que je me dis ah tiens visiblement il y a tel point qui n'était pas super bien compris. Je vais faire un truc pour l'expliquer. Donc c'est aussi utile pour moi hein, d'avoir ce retour-là. Après, bon, le sujet du jour, comme j'ai dit, hein, c'est super dur de faire des prédictions maintenant, mais en fait j'aime bien quand même. C'est bon, alors déjà, je reçois beaucoup de messages de gens qui me disent ah, je voudrais acheter telle montre, mais j'hésite à voir si la prochaine va sortir. Ah, je voudrais là, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que je dois attendre la prochaine? Est-ce que je dois l'acheter maintenant? Est-ce que je dois attendre est-ce qu'il y aura une mise à jour machin. Donc, bon, voilà, j'en déduis qu'il y a quand même beaucoup d'intérêt pour ce genre de sujet. Et puis, c'est quelque chose qui est intéressant d'arriver à se dire, ah, tiens, j'ai vu, alors je sais, parce que bon, maintenant, comme je tiens le blog depuis presque 7 ans, j'ai quand même pas mal d'historique en tête. Donc, l'historique plus une petite bribe d'infos trouvées sur Internet, bon voilà, j'aime bien, c'est sympa. Et puis voilà, vous me le rendez bien, encore une fois, plein de merci, plein de j'aime, bah c'est super, je demande rien de plus en fait. Ah si tiens, j'ai mentionné un truc, je ne sais pas si vous avez vu sur la chaîne YouTube, j'ai activé maintenant les membres. Donc en fait, sur la chaîne YouTube maintenant, en plus de vous abonner, vous pouvez devenir membre. Alors, c'est un nouveau truc qui est sur YouTube, que YouTube a mis en place, donc je me suis dit que j'allais le tester. Le concept de membre, c'est vous payez une cotisation. Donc là, moi je l'ai fixé, je crois que c'est le minimum qu'on peut mettre sur le YouTube. Donc c'est 2 € par mois. Et l'idée, c'est de donner un peu des privilèges aux gens qui sont membres par rapport aux gens qui sont juste abonnés. Donc moi, ce que je veux pas, je vais pas faire des vidéos spécialement pour les membres en disant bah, il faut que vous payer pour voir telle vidéo. Si vous payez, le test de la Phoenix 7, il sera que pour les membres qui auront payé et puis les autres qui n'auront pas payé, ils n'ont pas. Bon, je veux pas du tout de ça. Donc toutes les vidéos restent visibles par tout le monde. Et alors les premiers trucs, ces membres, ils auront un badge. C'est-à-dire que quand vous postez un commentaire, il y a un petit badge. Alors j'ai fait des badges de couleur un peu selon les médailles, là, bronze, argent, or et diamant. Et puis, ben, en fait, je m'étais dit, tiens, mais en fait, c'est avec vous que je devrais en discuter pour savoir ce que je pourrais faire de plus pour ces gens qui sont membres. Alors, du coup, j'ai eu une idée, c'est il y a une section commentaires, communauté qui est spéciale pour les membres. Donc là, j'annonce dans cette section-là tous les prochains tests qui vont venir. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu l'exclusivité. Vous êtes au courant avant tout le monde que la semaine prochaine, je vais recevoir telle montre. Donc là, j'ai annoncé ça, j'ai annoncé la Galaxy Watch 4, j'ai annoncé la Forerunner 55. Et puis, bah, qui sait, quand je recevrai la Phoenix 7 en test, eh ben, c'est dans cette section de membres que je l'annoncerai en premier. Mais après, je ne sais pas si vous avez d'autres idées. En tout cas, n'hésitez pas à me le faire. Alors déjà, vous pouvez aller voir sur YouTube cette partie membres là. Il y a juste sur les iPhones que ça passe pas parce que apparemment Apple bloque un truc, bloque le paiement, je crois. Apple.
Donc en fait, vous pouvez le voir, c'est en bas à droite sur la page d'accueil et en bas à droite de toutes les vidéos, juste à côté du bouton abonnement. Euh, donc sur ordinateur et sur smartphone Android. Et puis ensuite, ben voilà, je sais pas si des idées que prêter les montres aux membres, ben ouais, pourquoi pas, hein, franchement, je peux, je peux déjà en prêter quelques-unes. Une journée formation avec sortie running. Ah ouais, c'est une super bonne idée ça. Un tirage au sort, ben pourquoi pas aussi. Enfin, je commence, euh, je commence à réfléchir à ce que je pourrais faire des montres qui me restent. Donc je garde toujours un peu les derniers modèles et haut de gamme parce que ça me permet de recevoir les mises à jour. Mais voilà, c'est vrai que j'ai plein de vieilles montres dont j'ai plus d'utilité. Alors, qu'est-ce que tu veux dire, Régis? C'est étonnant que personne n'ait craqué les montres depuis que ça existe. Tu veux dire craquer au sens craquer comme on craque des jeux vidéo? Une journée de formation avec sortie running. C'est vrai que ça, c'est pas bête. C'est Cédric qui dit ça. Parce que je sais, Decathlon, je crois que Decathlon, ils font un peu des journées comme ça dans certains magasins, non? Ils font des journées de test de matériel ou alors des journées formation trail, des choses comme ça, non? Il me semble que j'ai déjà entendu parler, j'ai déjà entendu parler de ça. Enfin voilà, vous voyez l'idée de ces membres-là, bon, je l'ai fait pour tester. Clairement, hein, c'est pas, même s'il y a 50 personnes qui deviennent membres à 2 euros, moins la part que prend YouTube. J'ai encore pas calculé combien ils prenaient, mais ils prennent leur part. Bon, c'est pas ce qui fera que je vivrai de mon blog, ça c'est sûr. Je ne deviendrai pas blogueur pro à Noël. Un groupe essaye de faire son propre OS pour mettre sur une Phoenix. Ah ouais, putain. Bah, pour ça, je crois que c'est les Amazfit. Les Amazfit, elles sont craquées parce que je me souviens que j'ai testé l'Amazfit Verge et, et la version que j'avais reçue, c'était une version qui n'était pas internationale, qui était une version chinoise. Donc il n'y avait pas le français et l'anglais dessus. Et en fait, via une procédure, le téléchargement de je sais pas quoi sur Internet, j'avais réussi à la passer en anglais, je crois. Et ouais, donc ça doit être faisable. Après, peut-être que c'est faisable, mais il n'y a pas forcément vraiment d'intérêt. Ah voilà, John confirme. Il y a des magasins de D4 qui proposent des formations. Ouais, exactement, Nico. Je suis pas prêt d'être influenceur à Dubaï. Mais en même temps, c'est pas un pays, enfin, c'est pas le pays qui m'attire le plus.